Madame, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le gouvernement s'exprime sur Gabon 24. Nous recevons le professeur Adrien Mougougou. Il est le ministre gabonais en charge de la santé. Professeur, bienvenue à vous dans les studios de Gabon 24. Bonjour Monsieur Agaya et merci. Alors, professeur, allons droit au but. Au 30 août 2023, quel était l'état du secteur de la santé au Gabon? Dans quelles conditions les Gabonais étaient soignés? Sans langue de bois, j'ai envie de vous dire honnêtement que c'était médiocre. Et je puis m'exprimer. Parce que j'ai retenu, et c'est resté vraiment en moi, deux choses, deux faits. Je me souviens, en juillet 2023, nous recevions, à l'époque, j'étais dans ma cape, j'avais ma cape de syndicaliste, donc... Et nous recevions l'ancien Premier ministre, permettez que je dise juste un petit mot, à l'auditorium du centre hospitalier universitaire de Libreville, où pendant une quinzaine de minutes, il est venu nous rabâcher les oreilles, qu'il m'excuse, avec l'idée qu'il y avait un désert médical sur l'ensemble du territoire, et particulièrement à l'intérieur du pays, mais sans proposer une alternative pour aller à bout de ce désert médical. Et donc, c'est l'état dans lequel nous avons... C'était le résumé, et j'ai gardé ça en moi jusqu'à aujourd'hui. C'est le résumé de ce que nous avions trouvé à l'arrivée du CTRI, du chef de l'État actuel et du gouvernement actuel, au 30 août 2023. Sauf qu'en 2024, par exemple, une inspection de 288 structures sanitaires a été effectuée. Quelles en sont les conclusions et quelles initiatives ont été engagées à la suite de cette inspection? Alors, même avant cette inspection, parce que je puis vous dire que cette inspection a été commanditée par le ministre de la Santé que je suis et par nos services, parce que nous voulions avoir quelque chose de palpable, quelque chose de presque scientifique qui nous permettrait, parce que c'est ça qui allait nous apporter la donnée claire qui allait nous permettre de continuer à nous projeter. Mais tout de même, avant même cette inspection, il y avait, c'était peut-être pas une inspection générale, mais nous avions souvent fait le tour du pays. Et nous avions constaté l'état de déliquescence dans lequel se trouvaient nos structures, mais surtout son état d'absence de personnel de santé sur l'ensemble du territoire. C'est ce qui a mené, pour commencer par là, le chef de l'État lui-même, vous l'avez entendu, en octobre 2023, octroyer au secteur de la santé 1200 postes budgétaires d'emblée, après les 1000 octroyés au secteur de l'éducation. Ça nous a permis de combler un retard que nous avions accusé depuis 7, 8, 9, 10 ans. Parce que ça nous a permis de recruter 300 sages-femmes sous les hautes instructions du chef de l'État, personnellement, parce que la préoccupation, notamment la mortalité maternelle et infantile, était posée sur la table depuis longtemps par les partenaires que sont l'OMS, l'UNICEF et tout. Et donc, sur cette base, nous lui avons dit que celui où l'entité qui prenait principalement en charge la femme en grossesse, c'était la sage-femme, et qu'il n'y en avait quasiment plus dans les structures de l'intérieur du pays. Et donc, nous avons recruté là 300 sages-femmes particulièrement. Nous avons recruté des biologistes, nous avons recruté des médecins dès le premier coup. Et je puis vous dire, en une année et demie, nous avons recruté et salarié pas moins de 3000 personnes dans le secteur de la santé. Sans compter les 200, ils sont 205 d'ailleurs, médecins et pharmaciens de la promotion du nom du chef de l'État, donc promotion Oligui Nguema, sorti de la fac de médecine en juin dernier, dont les dossiers sont en traitement, qui ont été affectés, mais bon, quelques lenteurs à la fois administratives, mais aussi des lourdeurs venant de leur côté, là, ont fait qu'il y a eu un petit retard. Je crois que vous l'avez suivi sur les réseaux sociaux, il s'exprimait. Mais comment est-ce possible encore sous la transition? Disons, alors, ce qui s'était passé, sinon on pourrait passer quelques minutes. Ce qui s'est passé, c'est simplement que lorsque le chef de l'État leur octroie 400 postes budgétaires, dont 200 effectivement pour les médecins, ils ont traîné. Il a fallu d'ailleurs que je les interpelle à 2 reprises, mais avec une note un peu militaire, là, les menaçant de ne pas tenir compte des dossiers qui viendraient après, je pense autour du 27 août. C'est comme ça que, après les avoir d'ailleurs reçus,
à l'auditorium du centre hospitalier universitaire de Libreville et leur avoir donné un certain nombre d'orientations. Parce que parmi eux, nous voulions qu'une cinquantaine aille à la santé militaire, qu'une cinquantaine postule directement à l'enseignement supérieur et 200 à peu près postulent à la santé. Ils ont traîné. Donc, il a fallu un temps et vous savez, la roue continue à tourner. Et à un moment donné, nous avions été obligés presque de les contraindre en les affectant. Ouais. Et là aussi, vous savez, pour que les dossiers avancent à la fonction publique, il y a un certain nombre d'éléments qu'on demande à l'usager. Mais c'est tout de même ce que nous n'apprenons pas à la faculté de médecine. C'est peut-être ça qui a été aussi à l'origine du fait que les dossiers aient été traînés un tout petit peu. Mais à l'heure qu'il est, le traitement de ces dossiers a pris une marche de croisière assez importante et nous espérons, parce que je ne voudrais pas faire de promesses ici, nous espérons qu'entre fin mars et fin avril, qu'on parlerait de cela au passé. Alors, si l'on peut vous féliciter justement pour cette avancée sur des questions des ressources humaines, d'ailleurs, vous, en ce qui vous concerne, les insuffisances du secteur sanitaire, vous les connaissez si bien. Quelles ont été les principales réalisations enregistrées au cours de ces 2 dernières années, surtout en termes de réhabilitation et de construction d'infrastructures médicales? Quand on peut se rendre à Mabanda, par exemple, et constater que là-bas, les populations semblent toujours abandonnées elles-mêmes. On peut se rendre à Eboman, dans le nord du pays, ou même à Onga, par exemple, que les réalités restent les mêmes. Non, j'ai envie de dire aux Gabonais et à tout le monde d'ailleurs que les choses ne peuvent se faire que de façon progressive. Lorsque vous arrivez depuis 7-8 ans, on n'a pas recruté un seul infirmier, on n'a pas recruté un seul médecin. C'est difficile de recruter 10 000 parce qu'il y a d'autres secteurs. Donc, comme je disais, sur le plan des ressources humaines, nous avons recruté et nous avons fait une répartition plus ou moins équitable sur l'ensemble du territoire. Ouais. Et je continue d'ailleurs à interpeller les personnels de santé sur parfois les mauvaises habitudes que nous avons acquises pendant longtemps, le fait de refuser d'aller à Mabanda justement, ou à Onga, ou à Mbigou, ou à Mimvoul, que sais-je encore. Nous sommes restés un peu durs là-dessus en disant que celui qui a été affecté doit partir. Maintenant, avant d'arriver même à la réhabilitation, vous savez, sur le plan de la gouvernance, il a fallu mettre en place un certain nombre d'outils parce que vous savez, la couverture sanitaire universelle, qui est l'objectif que nous poursuivons depuis l'arrivée du CTRI, ce n'est pas seulement l'hôpital que tout le monde voit là. C'est une nécessité pour les gouvernants de veiller à ce qu'il y ait une prise en charge, que ce soit sur le plan préventif, sur le plan curatif, sur le plan palliatif, sur le plan de la surveillance épidémiologique. Donc, c'est un ensemble de choses, mais qui nécessitent parfois certains soubassements, qui n'existaient pas lorsque nous arrivions. L'un des premiers actes que nous avons pris, c'est élaborer la politique nationale de santé sur les 10 prochaines années. D'accord. Qui a ensuite été annexée au plan national de développement sanitaire. C'est-à-dire, c'est le document qui met en place les actions à mener pour pouvoir appliquer la politique publique en matière de santé, qui a d'ailleurs été annexée au plan national de développement de la transition. Ensuite, nous nous sommes attaqués à la gouvernance. Aujourd'hui, vous pouvez imaginer, dans tous les hôpitaux, j'ai envie de vous dire, 3/4 des hôpitaux étaient dirigés par des intérimaires. On a corrigé ça sur l'ensemble du territoire. Dans les 3/4 des hôpitaux, on a fait élaborer les règlements intérieurs, les projets d'établissement hospitalier, les chartes de bonne gouvernance, les chartes du patient, les livrets d'accueil du patient. Donc nous avons élaboré tous ces outils qui permettraient au personnel de santé de pouvoir s'en inspirer pour accueillir le patient. Mais nous avons élaboré le code de la santé qui aujourd'hui est en discussion. Nous avons revisité du moins, qui aujourd'hui est en discussion au Parlement. Ensuite, nous nous sommes attaqués aux infrastructures. J'ai envie de vous rappeler que lorsque le CTRI et le gouvernement donc arrivaient, il y avait des projets tels que le projet d'appui au secteur santé, mais qui étaient à l'arrêt depuis près d'1 an. Parce que dès que vous ne payez pas la BAD, dès que vous ne payez pas l'AFD, tout est à l'arrêt. Et on était là. Mais imaginez-vous, le projet allait jusqu'en décembre 2024. Donc si on ne faisait pas attention, on aurait enregistré encore, comment on appelle ça encore, des éléphants blancs. Donc après le règlement de la dette, nous avons repris ces chantiers et ça aboutit notamment à la livraison. Le chef de l'État en a inauguré, je prends le cas de Ovan, le Premier ministre en a inauguré à Minzi, que j'ai été envoyé par le chef de l'État pour inaugurer certaines structures. Nous avons livré
8 structures, rien que dans le cadre de l'AFD. Nous nous apprêtons, et rien à voir avec le calendrier électoral, à inaugurer notamment les 3 CHR que sont le CHR de Mouila, le CHR de Makoko, le CHR d'Oyem et le centre hospitalier universitaire de Franceville. J'ai envie de vous rappeler que il y avait dans ce projet un certain nombre d'infrastructures. Nous avons tenu personnellement, peut-être avec notre petite expérience, notre modeste expérience, à ajouter des entités telles que sur les ressources gabonaises. Et c'était un peu parfois dur à faire passer, mais nous avons tenu en disant aux partenaires que nous sommes aussi personnels de santé, nous savons ce dont on pouvait avoir besoin. Parce que c'était inimaginable qu'à Mouila, qu'à Makoko, on construise ou on réhabilite un établissement et puis qu'on n'y mette pas un service d'imagerie avec un scanner, avec peut-être mammographe. Pour quelle raison? Nous avons tenu, donc en ce moment, nous avons adjoint la construction de ces entités. Dans certaines structures, les scanners sont même déjà installés. Nous avons construit des centres régionaux de transfusion sanguine parce que ça nous coupait la gorge de savoir qu'un enfant à Makoko ne pouvait pas être transfusé et devait partir d'une anémie. Nous avons mis actuellement également en construction des centres d'hémodialyse. Il y a des gens qui habitent Libreville parce que simplement il est insuffisant rénal et même s'il est retraité, il ne peut pas aller chez lui à Chibanga ou que sais-je encore. Donc nous avons, parce que nous rêvons que dans quelques mois, nous devons sur l'ensemble du territoire, dans les 9 régions, qu'on fasse de la dialyse, qu'on ait du sang sécurisé, qu'on ait la possibilité de faire un scanner, qu'on ait la possibilité de faire une mammographie, parce que c'est le minimum. Et ça permettrait même aux grandes structures, donc les CHU, on pourra arriver, de respirer un tout petit peu. Parce que malheureusement, jusqu'à même maintenant dans la plupart des régions, les gens sont obligés de courir sur Libreville, rien que parce que l'outil d'aide à la décision, c'est-à-dire que le scanner, l'examen de sang ne se faisait pas jusqu'ici dans ces structures. Et en dehors de ce projet de l'AFD, il y a pas mal de choses que nous avons réhabilitées. Je prends Chibanga, je prends Kulamutu, où on a installé le scanner. Je prends l'hôpital de Mwanda, qu'on va inaugurer sous peu. On pourrait rester quasiment un peu plus d'une heure pour pouvoir épulcher toutes les réalisations qui ont été faites sous le magistère du CTRI et de son gouvernement. Justement, s'agissant du renforcement matériel, il y a par exemple le PAS 2 qui fait référence, sinon qui fait office de référence. Et puis, récemment, le chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema, a réceptionné un lot important de matériel médical, quid de la répartition de ces équipements. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors, c'est en cours. Nous sommes fort heureusement encore là, accompagnés par le CTRI et donc les forces armées gabonaises, qui nous aident à transporter ces équipements vers notamment les 4 principaux centres hospitaliers régionaux qui sont dans le cadre du projet PAS 2. Mais nous avons aujourd'hui la possibilité, d'ailleurs c'est ce que nous faisons, de pouvoir redistribuer parfois certains équipements dans les structures environnantes et même celles de Libreville. Parce que lorsque nous évitons, vous savez, moi j'ai eu cette chance-là de faire le tour du pays dans le cadre du syndicalisme. Et j'étais souvent écœuré de constater qu'on amenait certains équipements dans des endroits où il n'y avait personne pour pouvoir les utiliser. Nous voulons que tous les équipements soient utilisés de façon optimale pour le bien des populations gabonaises. Sauf que ces mêmes populations notent quand même un manque de consommables. Ça, c'est évident. Ouais. Mais c'est pour cela que je vous disais que nous venons de prendre une décision historique. Ce n'est pas parce que je suis membre du gouvernement, mais je reste ma tête carrée. Depuis longtemps, nous demandions à ce que la CNAMGES prenne en compte le médicament donné par l'hôpital aux malades. Parce que vous imaginez, on vous prescrivait une ordonnance à 2 h du matin, vous deviez faire le tour des pharmacies de Libreville, ou alors, puisqu'à l'intérieur, le dépôt pharmaceutique est fermé, vous pouviez quasiment en mourir. Au jour d'aujourd'hui, nous avons pris il y a quelques semaines une décision pour le conventionnement et le remboursement du médicament à usage hospitalier par la CNAMGES. C'est-à-dire que lorsque le malade arrive et est pris en charge en urgence, ce n'est pas l'ordonnance qu'on devrait lui tendre. Le médecin fait l'ordonnance pour la pharmacie hospitalière. Et à la fin ou à la sortie du malade, les médicaments sont facturés à la CNAMGES. Et j'ai envie de rassurer tout le monde, il n'y a aucune dépense de plus. Bien au contraire, on devrait faire des économies. Pourquoi? Parce que lorsque vous arrivez aux urgences, on ne vous prescrira pas toute une boîte entière. Parfois, vous n'y passez que 24 heures. Et donc, on prescrit une ou deux ampoules. Parfois, la boîte en contient 10. Et généralement, quand les malades sortent, ils sortent avec et ça va se gaspiller dans les quartiers. Mais la CNAMGES aura remboursé le prix d'une boîte. Et donc, cette fois-ci, on devrait facturer à la CNAMGES l'unité. Et c'est pour ça que nous avons voulu qu'il y ait
une période d'1 mois au minimum pour qu'un certain nombre de procès soient mis en place entre la CNAMGES et les structures sanitaires. Je trahis peut-être un secret, mais on l'aura d'ici quelques mois pour lancer même cette opération, que le chef de l'État me le permette. Nous avons reçu avec les structures sanitaires, les plus grosses structures sanitaires de Libreville, civiles et militaires, un don d'1 milliard de francs qui devra nous permettre d'achalander d'ici quelques jours. Ce n'était qu'un problème de conditionnement. Aussi l'une des problématiques, le fait que ces pharmacies hospitalières ne soient pas achalandées. Évidemment. Ouais. Et donc, pour lancer la chose, nous allons avoir un don d'1 milliard de médicaments et consommables à retribuer dans les différents hôpitaux. Mais mieux, nous avons, sur le plan managérial, vous savez, nous avons travaillé beaucoup et aussi sur le plan réglementaire. Dans les réhabilitations, l'Office pharmaceutique national, que ça soit sur le plan du texte, on a refait le décret organisant l'Office pharmaceutique national. Ça devra être la principale centrale d'achat des hôpitaux publics. Et donc, si le médicament est remboursé par la CNAMGES, les structures ne pourront plus se plaindre de ce qui n'est pas de ressources pour pouvoir réapprovisionner les pharmacies hospitalières. Donc, ils devront avoir des ressources pour aller acheter à l'OPN. L'OPN aussi, qui avait presque fermé, mais parce que les structures, dans les dernières disponibilisations des médicaments, n'arrivaient pas à payer les médicaments de l'OPN. Mais parce qu'il faut bien que quelqu'un paye ces médicaments et consommables. Donc la réorganisation de l'OPN également, qui doit se déployer sur l'ensemble du territoire. La réhabilitation des centrales d'achat de l'OPN à l'intérieur du pays a commencé. Donc nous devrons avoir sur l'ensemble du territoire des médicaments disponibles. Et j'ai envie de dire, je suis en train de discuter avec la CNAMGES, ce système peut fonctionner, y compris jusqu'au dispensaire du village. Le dispensaire du village peut avoir des médicaments disponibles qu'il donne aux malades, parce que dans le village, parfois, puisqu'il n'y a pas toujours des sources de revenus, et donc on donnerait le médicament aux malades, on le facturerait à l'assurance maladie, puisque l'assurance est censée couvrir tout le monde, y compris dans les zones les plus reculées du pays. Mais là se pose une autre question, l'interconnectivité. En même temps, on veut mettre en place la télémédecine et autres, mais comment résoudre cette problématique? Vous savez, aujourd'hui, je suis un ministre heureux. Nous avons mis en place, avec le Premier ministre, il n'y a pas très longtemps, vous avez vu, nous avons lancé l'installation sur le plan de la surveillance épidémiologique, l'installation d'un logiciel qui me permet chaque matin de savoir qu'au CHUL, il y a eu 10 paludismes qu'on a reçus. À Mabanda, il y en a eu 5. Tous les jours. Et là aussi, nous avons un projet de digital. C'est réel ça, monsieur le ministre? Je vous invite à mon bureau un matin et vous viendrez, même s'il y a encore des faiblesses. Et là aussi, je profite pour interpeller les personnels de santé à renseigner ce logiciel. Je vous ai dit qu'on pourrait passer un peu plus de temps. Lorsque nous sommes arrivés, la direction centrale de la statistique sanitaire, de l'information sanitaire, n'existait pas depuis longtemps. Donc, après avoir mis en place les textes des 3 directions générales centrales, nous avons également remis en service et nommé des responsables et structuré la direction centrale de l'information sanitaire. C'est cette direction centrale de l'information sanitaire qui a... Et nous avons recruté plusieurs statisticiens. Une petite anecdote, statisticiens formés à l'INFAS, sortis depuis 2021, qui n'étaient pas utilisés, parce que la fonction publique estimait qu'ils n'étaient pas utiles. Nous les avons tous recrutés, nous les avons redéployés, et ce sont ces jeunes gens qui nous remontent la donnée, parce que pour notre part, la donnée permet d'orienter la décision politique. Parce que sans données statistiques, comment vous allez savoir qu'il y a plus de paludisme, par exemple, à Onga plutôt qu'à Moulengi-Binza? Moulengi-Binza, c'est plutôt les diarrhées et autres. C'est la donnée statistique qui est remontée, qui permet donc d'orienter les ressources que nous avons et les différentes actions à mener dans le livre. Sur le plan de la vaccination, parce que sur le plan préventif, on est souvent hospitalo-centré. Mais nous voulons faire un effort sur le plan de la prévention. Vous avez vu, nous avons réorganisé le Centre international de vaccination. Aujourd'hui, vous pouvez aller vous vacciner, mais correctement. Là encore, j'interpelle les personnels de santé sur des mauvaises pratiques qui ont consisté, ma foi, à établir des carnets. Nous sommes allés jusqu'à porter plainte à nos personnels de santé qui s'adonnaient à ces pratiques un peu d'un autre âge. Mais nous sommes restés, peut-être, nous allons nous arrêter au conseil des disciplines qui sont mises en place, mais au moins on a réorganisé parce que les indicateurs de vaccination étaient au rouge. Nous avons réorganisé le programme élargi de vaccination. D'ailleurs, que nous allons reviser. Nous avons amélioré la chaîne
de la chaîne de conservation des vaccins, en régionalisant, mais aussi en mettant dans tous les centres de santé au moins un équipement avec congélateur, frigo et tout, permettant de pouvoir conserver correctement les vaccinations. Et nous avons décidé d'organiser au minimum 3 activités intensives de vaccination sur l'ensemble du territoire pour améliorer le taux de couverture vaccinale des populations. Alors, au stade où on en est, il y a tellement de projets réalisés en ce qui concerne le ministère de l'Intérieur, mais le ministère de la Santé, pardon, sauf qu'à côté de tout cela, il y a la médecine traditionnelle. Qu'est-ce qui est fait à ce jour? On parle d'un cadre juridique, par exemple. Qu'est-ce qui a été fait concrètement? Non, la médecine traditionnelle est déjà suffisamment organisée, même par les équipes précédentes. Vous savez, quand quelque chose est fait, il faut avouer que c'était déjà fait. Il y a au moins un décret et 3 arrêtés qui organisent la médecine traditionnelle. Ce sont les pratiquants de cette médecine traditionnelle qui sont un peu réfractaires à faire ce que nous leur demandons de faire. D'ailleurs, actuellement, là, il y a une commission qui travaille là-dessus. Il va même bientôt, certainement, nous allons commencer à avoir je sais pas, des praticiens traditionnels bien installés, comme quelqu'un ouvrirait une clinique. C'est ce que nous leur demandons. Vous ne pouvez pas dire aux populations gabonaises que, écoutez, moi je suis docteur en tout, je soigne la hernie, je soigne la diarrhée, Non. Nous disons qu'il faut venir demander une autorisation d'exercer la médecine traditionnelle. On identifie où est-ce que vous habitez, comment vous vous appelez, qu'est-ce que vous faites là-bas, quel bois vous utilisez et que sais-je encore. Donc, mais malheureusement, ils ne se sont pas toujours convenus à venir rentrer dans la norme. C'est ce que nous leur demandons et nous pensons que nous allons pouvoir y arriver parce qu'ils semblent de plus en plus comprendre ce que nous leur demandons. Alors, il nous reste que quelques minutes à passer ensemble. Revenons un tout petit peu sur le code de santé. Vous faisiez allusion à ce dernier en début d'émission. Quels seront les principaux axes de ce code de santé? Vous savez, le code de santé, c'est une Bible pour ce qui est du domaine de la santé. Le code de la santé, c'est un élément qui, à la fois, normalise ou norme les pratiques des personnels de santé, les protège le patient mais c'est vraiment la norme. C'est la Bible à partir de laquelle tout le monde va à l'hôpital, soit parce que pour y exercer un métier lié aux prestations de soins au personnel, soit alors parce qu'on est patient et on y va. Et c'est le résumé un peu de ce que je peux dire dans ce code de la santé. Malheureusement, c'est un vide juridique qui n'est plus tolérable. Et donc, j'ose espérer que dès la prochaine session parlementaire, il en sortirait et qu'on aurait désormais cet instrument qui norme la pratique de la médecine ou alors la prise de soins par les patients dans ce pays. Alors, je m'en voudrais de ne pas achever cette émission sur la qualité d'accueil dans les structures hospitalières. D'ailleurs, à cette question, il y a également le statut des infirmiers qui demeure une question importante. Quels en sont à ce jour les enjeux de votre point de vue? Vous savez, l'accueil est une problématique évidemment qui est décriée par tout le monde, y compris par moi-même quand je pratiquais, quand j'exerçais ce métier de médecin. Parce que ça ne sert pas de couvrir, de protéger ses enfants, même lorsqu'ils font mal. Mais il y a tout de même, il faut relativiser. C'est pour ça que nous avons préféré partir sur des bases scientifiques. Nous avons donc commis une enquête et je vous ai dit qu'au préalable, nous avons travaillé sur la mise aux normes des différentes directions générales, même y compris au niveau de la tutelle. Ça nous a permis de mettre en place et de pourvoir en personnel la direction générale des établissements de prestations de santé, où il y a une direction de la qualité de soins. Donc c'est à travers cette direction que nous avons commandité cette enquête auprès des populations. Les gens ne savaient pas forcément qu'il y avait une enquête qui était menée. Et les résultats ont été formidables. Et je puis vous assurer que ça a choqué. C'était comme un électrochoc pour les personnels de santé. En ce moment, nous continuons, après l'atelier général, nous continuons à publier ces résultats et ça descendait jusqu'à parfois 20-30% de taux de satisfaction seulement des gens qui fréquentent nos structures. Donc, par la suite, nous allons même commencer à former les personnels. Et puis, je pense que l'amélioration, d'ailleurs, des conditions de travail, on pourra en parler, vous savez, l'amélioration des conditions de travail dans la santé, ce n'est pas seulement aller dans la santé directement, mais améliorer la route,
améliorer les transports, améliorer un certain nombre de choses. Et c'est ce que le CTRI a fait depuis l'avènement du 30 août 2023. Ça contribue à l'amélioration des conditions de vie et à la santé des populations gabonaises. Mais justement, professeur, vous me permettrez de vous titiller. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, en 2025 au Gabon, les structures sanitaires n'aient pas de groupe de relais? Lorsqu'il y a une coupure d'électricité, alors les patients sont abandonnés à leur triste sort. Non, je sais un peu ce qui a fait le buzz il n'y a pas longtemps. Il y a des groupes de relais. D'accord. Et si vous allez au CHUL, vous-même, vous allez vous rendre compte. Mais il y avait un problème avec les inverseurs. C'était simplement ça. Ce jour-là, d'ailleurs, le courant qui a continué à alimenter l'hôpital est venu des groupes de relais. Donc, c'était le temps que le technicien parte de là où il est, parce qu'il ne dort pas là où il y a le groupe, et qu'il vienne manuellement... Ça, nous avons trouvé cette situation et nous y remédions, parce que depuis, nous avons même mis en place une commission, nous avons appelé la direction technique de la SEG, qui travaille avec notre direction technique, la direction générale de l'énergie, et ils sont en train de régler le problème. J'ai envie de vous dire aussi, nous avons d'ailleurs un projet avec Total Énergie, que je remercie aujourd'hui, pour équiper les 9 centres régionaux de nouveaux groupes. Parce qu'il y avait des groupes, mais qui sont défectueux. Et à chaque fois que nous construisons aujourd'hui, nous équipons, y compris en matériel d'électricité. Un message à l'endroit des usagers du secteur de la santé? Je voudrais les rassurer que depuis l'avènement du CTRI, du chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, et de ce gouvernement, on est d'attaque pour améliorer les conditions de santé des populations gabonaises. Vous savez, lorsque le chef de l'État s'était engagé à rendre leur dignité aux Gabonais, il a mis la santé au rang des priorités de son magistère. Et je puis vous dire combien il est vraiment attentif et alerte et derrière le ministre de la Santé que je suis sur pas mal de préoccupations concernant la santé. Et donc, il y a un grand espoir que ce que nous avons commencé, ça va s'accentuer. Nous allons aller vers une couverture sanitaire universelle pour les populations gabonaises. Merci à vous d'avoir accepté de répondre aux questions de la rédaction de Gabon 24 en 26 minutes. Je rappelle que vous êtes le professeur Adrien Mougougou, ministre gabonais en charge de la santé. Merci également à vous qui nous avez suivis. L'émission Le gouvernement s'exprime, c'est sur Gabon 24. Au revoir.